je suis Olga Cosmidou. D'abord, une remarque, si vous permettez. J'espère pour vous que le mythe de Babel ne sera pas réalisé, étant donné que le mythe de Babel voyait que plusieurs langues étaient utilisées et que les gens ne les comprenaient pas. Donc j'espère que vous serez l'anti-Babel. Je disais ça aux journalistes quand ils venaient me voir en disant que vous êtes donc la tour de Babel. Je disais non, on est l'anti-Babel. Ceci dit, j'ai deux ou trois questions à vous poser. D'abord, je suis tout à fait d'accord avec M. Rey sur l'attractivité culturelle, raison pour laquelle je pense que l'espéranto ne pourra jamais remplacer une langue vivante. Et c'est ce que je disais à ceux qui me disaient, mais vous n'avez qu'à utiliser l'espéranto et oublier toutes ces langues, traduction et interprétation. Maintenant, pour M. Ackerman. Quand j'étais le chef donc, de ce service, on me demandait d'aller voir les possibilités auprès des techniques pour le remplacement de l'interprétation par les machines. Je vois ce qui est fait pour le sous-titrage des films quand c'est fait par des machines. Récemment, en regardant un film, j'ai vu que General Strike in Brussels était traduit comme le général Strike arrive à Bruxelles. Je suis un peu perplexe sur les possibilités de machines. Et quand je me suis renseignée, on m'avait expliqué que dans les contextes multilingues, les machines devaient toujours passer par une seule langue pilote. C'est-à-dire, bien sûr, et que donc dans les échanges multilingues, on traduisait d'abord cette langue et à partir de cette langue, est-ce que c'est toujours le cas? Parce que si c'est le cas, je vois des dangers aussi bien techniques que culturels. Donc là, il y a une double question. Il y a une question sur la vérification et une question sur le passage des langues et la transition vers une langue mère qui permettrait ensuite de dispatcher les traductions. Donc c'est deux éléments. Une question d'être en forme, c'est culturel, à l'ambassade de France, une question très, très pratique sur la communication non verbale. On a parlé de culture, on a parlé au-delà des mots et de la syntaxe. Qu'en est-il de capacités techniques pour traduire, d'une certaine façon, la communication non verbale? Tout ce qui ne se dit pas, mais qui se voit quand on est en interaction physique avec une personne, les soupirs, les haussements de sourcils, etc. Est-ce qu'il y a une attention qui est donnée à cette communication non verbale, qui reprend beaucoup dans une communication, parce qu'on peut dire des choses très gentilles, avec un visage assez fermé, et on fait passer un autre message que les mots à son interlocuteur. Donc une autre question sur le sous-texte. Le sous-texte. Il y a une question, une dame qui avait levé le doigt tout à l'heure. Oui. Oui, voilà, je suis toujours Viviane Grisé de l'Université de Mons. Étant moi-même impliquée dans pas mal de programmes européens qui développent des outils, des modules d'apprentissage en langue, mais en utilisant les moyens numériques, j'ai une petite expérience. Tenez-les un peu loin, peut-être. Il y a une sorte de scène là qui... Ça va mieux? Ok, voilà. J'avais une question pour M. Rey. Il a parlé, et à juste titre, d'une meilleure collaboration entre le monde de la recherche, de l'éducation, parce qu'il y a aussi tout l'aspect pédagogique, il n'y a pas que le culturel, mais le pédagogique, et dans l'enseignement des langues, on sait ce que ça veut dire. Et je voudrais insister là-dessus dans le cadre, justement, de la recherche qui se fait au niveau des institutions d'enseignement supérieur, pas que les universités, mais aussi les hautes écoles, etc., qui sont impliquées dans ces programmes de recherche, qui développent des outils très intéressants, mais qui ne sont jamais commercialisés, parce que ça fait partie d'un programme de recherche, et la recherche s'arrête au moment où le programme s'arrête, qu'au moment où il n'y a plus d'argent. Et donc concrètement, comment est-ce qu'on pourrait essayer de faire en mesure de rapprocher justement tout le monde commercial et les gens qui sont censés commercialiser les produits qui sont développés dans le cadre de ces programmes européens? Ça, c'est une question très belge, parce qu'en fait, les universités belges ont souvent une puissance créatrice sur le plan économique, et les résultats de leur recherche se concrétisent en start-up, en jeunes pousses, ce que souvent les universités françaises ont du mal à réaliser, et
Donc c'est une question très intéressante sur le lien entre la recherche fondamentale et les sciences appliquées. Donc une autre question peut-être, et puis on répondra à l'ensemble de ces questions. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Le projecteur m'aveugle. Madame l'ambassadeur. Donc, France Arnoux, ambassadeur auprès du Royaume de Belgique. Moi, j'avais une question à Monsieur Timo Rossi. Sachant que dans la communication, en fait, on est obligé de sortir de sa langue maternelle, et pour nous, francophones, du français, dès lors qu'il y a quelqu'un dans une boucle qui ne comprend pas, même si c'est tout à fait minoritaire. Il y a des boucles particulièrement importantes qu'on n'a pas beaucoup traitées, or qui envahissent complètement nos modalités de communication, ce sont les mails ou les courriels, disons les mails. Et donc, est-ce que ce système que vous avez évoqué permet de traduire est-ce que ce que vous testez, vous le testez uniquement à l'intérieur des institutions, ou est-ce que ce sera ensuite disponible, notamment dans le monde économique? Tous les groupes industriels ou bancaires auxquels nous parlons, à partir du moment où ce sont des groupes mondiaux, communiquent par mail en anglais. Les Français et les Belges notamment. Les deux dernières questions, puis on répondra. Je suis Annick Lott, je suis traductrice, interprète et j'ai également enseigné. Mon expérience de la traduction automatique, c'est qu'en effet, ça constitue un bon brouillon, mais qu'il faut le relire parce qu'il y a parfois même la Commission européenne, le logiciel donne parfois des interprétations qui sont la négation de ce que l'auteur voulait dire en fait. Bon, c'était il y a quelques années, ça a peut-être été corrigé, néanmoins c'était quand même très important et le relecteur risque de laisser passer ça parce que c'est pas une faute de grammaire, c'est pas une faute de... La phrase coule bien, ça commence à veut dire l'inverse de ce que l'auteur voulait dire. Voilà, première réponse. Première observation, et deuxième, c'est que j'ai aussi utilisé la reconnaissance vocale et avec un petit peu d'expérience, un petit peu de temps, ça marche très très bien. Je ne sais pas pourquoi les institutions ne l'utilisent plus. Enfin bon, ça c'est une question un petit peu auquel vous ne pouvez sans doute pas répondre. Simplement, ce que je voulais dire essentiellement, c'est qu'il y a une question qui n'est jamais pratiquement abordée, c'est la question de la santé, parce que j'ai l'impression que l'intelligence artificielle nécessite la 5G, vous me direz si j'ai raison ou tort, et les questions de santé publique, c'est-à-dire de ce bombardement par de rayonnement qui est dans les salles de classe maintenant, qui est dans les écoles, qui est partout, dans les bureaux. Et pourquoi, alors là c'est DG Connect, pourquoi n'utilise-t-on pas la fibre optique? C'est un système avéré qui est plus sûr, même qui est plus fiable, il y a moins d'interruptions techniques. Très bien. Et voilà, donc ça c'est une question importante qui est liée quand même, c'est la base de la technologie actuelle qui est maintenant la Wi-Fi et la 5G. Voilà, merci. Je pense qu'on va peut-être s'arrêter là parce que je pense que la mémoire humaine, oui, ne va pas tout retenir. Il aurait fallu l'assistance. La prochaine série de questions. Alors, on peut peut-être attendre le deuxième set, Corinne, pour les autres. Donc, il y a eu de multiples questions, de multiples réactions, la vérification, le passage par d'autres langues, la créativité des universités, la santé publique, la question de la vérification qui est revenue. Allez-y. Donc, je tente quelques éléments de réponse. À propos de l'utilisation de l'anglais de manière prioritaire dans ces systèmes de traduction automatique, c'est une réalité. C'est une réalité et elle est liée aux investissements massifs de Google, pour ne citer que lui. Et donc il y a un vrai enjeu, ici, c'est ce que j'évoquais dans mon propos préliminaire, un vrai enjeu de multiculturalité, notamment d'enrichir les textes sur des bases et des corpus qui soient divers, c'est-à-dire qu'effectivement on passe par l'anglais par une loi de composition pour traduire vers des langues qui sont moins connues. Et donc c'est important effectivement d'annoter et d'enrichir les corpus et les traductions de langue à langue sans passer uniquement par l'anglais. Donc là il y a des vrais enjeux au niveau par exemple de la langue française à l'heure actuelle.
on arrive à des niveaux de performance excellents en anglais, et puis dans d'autres types de traductions, c'est moins le cas. Par contre, il ne faut pas être dans le déni des performances actuelles. Donc il y a eu des sauts qualitatifs extrêmement importants, notamment à partir de novembre 2016, et puis des nouvelles sociétés comme DeepL qu'on évoquait avec Benjamin en préparant la réunion ici, arrivent à des niveaux de traduction extrêmement positifs. Et donc il y a une scission aussi au niveau du monde académique, avec certains qui sont un peu dans l'opposition à ces technologies et d'autres qui veulent utiliser massivement ces technologies pour voir effectivement quelles sont les corrections à apporter, quels sont les travaux aux limites ou les cas aux limites qui nécessitent effectivement des interprétations plus affinées. Et je pense qu'il est important d'investir massivement sur ce type de technologie, ne fût-ce que pour se garder aussi d'un risque de standardisation et de limitation de la langue. Donc, voilà, il y a deux positions qui sont qu'on pourrait prendre, une position de rejet et une position d'intégration. Je prône plus la position d'intégration. Sur les aspects de transfert de technologie, je ne sais pas quel est votre domaine de compétences, madame de l'Université de Mons, vous êtes professeur là, donc il y a évidemment un bureau de transfert technologique. J'ai eu l'occasion, moi, de travailler pendant 6 ans à l'ULB dans ce bureau-là, qui est l'organe qui va vous aider au transfert, et on a plusieurs pépites dans le traitement des langues, notamment à l'UCL, en Belgique, qui connaissent un succès important. Oui, je peux peut-être apporter un élément de réponse. Premièrement, cette question des messageries. Est-ce qu'on peut utiliser le système qui s'appelle e-translate pour traduction des messages ou des mails? Oui, c'est possible, et on l'utilise en fait pour cette fonctionnalité, parce que c'est une des premières applications de ce système était un système qui s'appelle IMI, Internal Market Information System, qui est un système de messagerie entre les autorités compétentes des États membres sur les questions des marchés intérieurs, marchés uniques. Et c'était un des premiers usages de ce système. Mais dans la plupart des cas, ce sont des documents ou ce sont des contenus sur l'écran qui sont traduits pour rendre l'utilisation transfrontalière possible. C'est aussi lié au fait que ce système e-translate produit une meilleure qualité lorsque les textes sont de type, disons, européen, sur le contexte européen, parce que le système a été formé en utilisant des textes qui viennent de bases Euralis, qui sont des textes de la Commission et du Parlement européen. Moi, je voulais également apporter quelque chose sur les questions des langues pivots, le système. Oui, c'est comme a dit Nathanaël, ça provient vraiment du corpus. Quelle est la langue le plus fréquente dans le corpus qui est utilisé pour le développement du système. Et comme l'anglais est presque omniprésent, la plupart des documents sont traduits soit à partir de l'anglais ou vers l'anglais. Et c'est pour cela que les corpora sont comme ils sont. Il est tout à fait possible de développer directement un système de traduction de bulgare et estonien, mais pour ce faire, il faut avoir accès à un corpus avec un texte bulgare qui a été directement traduit par un traducteur humain vers l'estonien. Et il n'y en a pas beaucoup. J'espère qu'on va rebondir sur cette question, parce que déjà, à ce niveau de la discussion, ça fait apparaître une première conclusion, c'est qu'en fait, il n'y a pas de deep learning des machines sans, au préalable, des traductions humaines d'une langue vers l'autre. Donc en fait, on prouve la nécessité du multilinguisme, et la machine n'est pas contradictoire avec le multilinguisme, mais en fait, elle se nourrit du multilinguisme.
ce plan-là. Et c'est ce que vous venez de démontrer, des traductions humaines. Donc déjà, il y a une première phase de technophobie, je dirais, qui a été éliminée, puisque la première pierre, c'est il faut traduire, il faut absolument traduire si on veut avoir des machines performantes. Donc il n'y a pas d'antinomie. Sur la question du transfert de technologie du monde de la recherche à celui des entreprises, ça m'évoque juste une réflexion. Chez nous, les startups, les entreprises, les créateurs de solutions, on s'intéresse beaucoup à l'adoption des solutions par les utilisateurs. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'avoir la meilleure technologie ou la meilleure science, mais aussi de correspondre à un usage qui fonctionne. Et ça, donc, on a des tests, on travaille sur l'ergonomie, et finalement, on parlait de marché tout à l'heure, on a le retour du marché, c'est-à-dire que si ça ne fonctionne pas, on meurt. Ce que n'a peut-être pas forcément l'université, ou voilà, je ne veux pas non plus caricaturer, mais il y a peut-être plus une focalisation sur la dimension proprement scientifique, où alors on va effectivement créer des innovations extrêmement pointues. Et puis comme vous le disiez, finalement à la fin du programme, on ne s'intéresse plus trop à ce qui est fait, à l'utilisation de ces innovations. Alors en France, on a un certain nombre de dispositifs, crédit d'impôt recherche, dispositifs qui permettent de recruter des chercheurs, des doctorants dans les entreprises. C'est vrai qu'avec un certain nombre d'organismes, d'écosystèmes, des startups, on réfléchit à comment créer peut-être de nouveaux dispositifs plus souples. Par exemple, des systèmes de résidence de chercheurs en entreprise ou d'entrepreneurs dans des labos. Voilà, sur des durées plus courtes, peut-être sans la dimension administrative qu'il peut y avoir sur d'autres types de dispositifs. Voilà, il y a pas mal de choses à faire. Il y a aussi des réseaux dans lesquels on peut se rencontrer. Par exemple, je pense à l'intelligence artificielle, c'est un de ces réseaux où voilà, des gens à la fois du milieu de la recherche et de l'entrepreneuriat se retrouvent. Et le sens de mon message, c'était, ce qui concerne l'apprentissage des gens, il faudrait élargir en fait ces réseaux au monde de l'enseignement à proprement parler, puisque vous parlez d'usage. L'usage, il est là, et c'est aussi là qu'il faut, c'est à l'école qu'il faut les expérimenter. On va peut-être reprendre maintenant une série de questions. Toujours le même principe, rapide, incisive, percutante, de façon à ce qu'on puisse répondre et ouvrir quelques fenêtres importantes. Bonjour, je suis Elisabeth Castaldo, j'enseigne le français comme langue étrangère aux étudiants qui viennent en Erasmus à la faculté de traduction et interprétation Mariette, et également le français écrit comme langue maternelle, en tant que langue maternelle pour les étudiants de l'université de Mons aussi en traduction. Alors, c'est vrai que vous avez beaucoup parlé du fait qu'il y a cette dimension technologique et puis il y a la dimension culturelle qui est essentielle. Et qui, oui, désolé, on va le mettre un peu plus loin peut-être. Ouais. Pourquoi et comment serait-il possible d'intégrer cette dimension culturelle dans ces outils technologiques? J'ai l'impression qu'il y a en fait énormément, je ne vais pas pléthore, mais il y a énormément d'outils disponibles en ligne ou des applications pour apprendre les langues étrangères, mais elles intègrent, de ce que j'en ai vu, maintenant il y a peut-être des nouveautés, assez peu le contact avec des locuteurs natifs, le contact réel. Oui, on voit des vidéos de locuteurs natifs, mais où est-ce qu'on pourrait intégrer un objet qui permette, un point de contact qui permette une rencontre avec un locuteur natif? Ça me paraît manquer, ça me paraît parfois un peu dommage de réduire ces applications à on voit un point de grammaire, on voit du vocabulaire, on fait des exercices, et puis il y a peu d'intégration. Et c'est pour ça aussi que je rejoins ce qui a été dit ce matin, je pense qu'il faut absolument accroître les échanges entre élèves, entre enseignants aussi, parce que le programme Erasmus fonctionne très bien pour les étudiants, mais il y a peu d'échanges entre enseignants. Or, rien pour la Belgique, ce serait quand même faisable et dommage que ça ne se soit pas fait, qu'il y ait plus d'échanges entre les enseignants francophones et néerlandophones. Merci pour cette question. Donc sur la possibilité d'intégrer l'interculturel dans les machines, au risque peut-être de mettre les professeurs au chômage. Enfin bon, ça c'est autre chose. D'autres questions? Il y a deux questions ici. Et une question d'une dame qui tient le micro, oui.
micro. Bonjour, je suis étudiante à l'UX en relations publiques et je fais mon mémoire sur l'impact de l'intelligence artificielle sur le multilinguisme en entreprise. Donc ça rentre dans le thème de la journée d'aujourd'hui en partie, puisque c'est surtout sur les institutions aujourd'hui. Donc j'ai une question qui concerne mon mémoire et plus une question générale et ouverte qui continue un peu la question de Madame ici propre à Marie-Alpes. Donc je vais commencer sur la question qui concerne mon mémoire. Pas trop longue, hein, s'il vous plaît. Oui. Quelles sont les principales technologies en termes de communication écrite de l'intelligence artificielle? On parle surtout de machine translation. C'est super timide, pardon. En termes de machine translation, mais il y a aussi toute la question de la gestion de l'erreur. Donc, quelles sont aussi toutes ces dimensions de l'intelligence artificielle, du natural language processing dont on parle moins. La deuxième question plus ouverte, donc est-ce qu'il n'y a pas un risque de fainéantise lié à l'intelligence artificielle, que les hommes vont justement ne plus que utiliser les machines et moins interagir entre eux, et donc pour prendre le temps là-dessus et essayer de prendre des mesures avant qu'il y ait des abus, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme prévention pour inviter à l'homme à être complémentaire à la machine et pas juste son esclave. Voilà. D'accord, merci. Donc deux orientations, hein, des machines qui permettent, une question sur comment compléter les machines pour qu'elles nous apportent une dimension culturelle absente actuellement, et en même temps, paradoxalement, est-ce que le complément de la machine ne signifie pas la paresse de l'homme et la disparition finalement de l'apprentissage des langues étrangères? Donc ça, c'est une question assez fondamentale quand même, à laquelle il faudra se confronter un peu, notamment avec toutes les inventions Google sur les petites oreillettes de communication. Est-ce que la loi de l'homme étant à 80% la paresse, est-ce qu'on ne va pas finalement abolir l'apprentissage des langues étrangères avec l'intelligence artificielle? Donc ça, c'est une deuxième piste de réflexion. Il y a peut-être encore des questions rapides, s'il vous plaît. Oui, monsieur. 3. Jean-Claude, je serai extrêmement rapide. C'est bien, c'est bien. J'emploierai un mot sur deux. D'abord, une réponse à ma collègue, la partie francophone du pays, j'appartiens à la partie flamande. J'essaie de me soigner, mais ça, c'est incurable. Mais le problème que vous abordiez est un problème ô combien surréaliste, donc belge. Il n'y a toujours pas d'accord culturel entre la communauté flamande et la communauté française. Par conséquent, le montage de tels échanges, de tels projets, peut-être que ce sera pour vos petits-enfants. À moins qu'on installe un certain niveau d'intelligence artificielle, voilà, un certain niveau politique. Voilà. Je pense que l'intelligence artificielle résoudra le problème belge. La question que je voulais poser est plus fondamentale, quoique tout ce que vous abordez est en fait des conséquences à court et sûrement à moyen terme sur la formation des enseignants, la formation des professeurs de langue. Moi-même, mon domaine de recherche était la linguistique appliquée et la formation des professeurs de français langue étrangère. Dans quelle mesure, puisqu'on est en ce moment dans une phase de réflexion sur la révision des formations de professeurs de langue étrangère, quel type d'éléments devons-nous intégrer dans cette réflexion, dans ce projet? Quel type d'éléments pourriez-vous nous conseiller? Voilà. Merci pour cette question qui est effectivement très importante, et qui nous pose le problème donc, du changement méthodologique de la pédagogie face aux outils numériques et aux outils digitaux qui entrent en question. Alors oui, une question s'il vous plaît. Bonjour. Je suis étudiant à l'ULB en sciences politiques. Et vous avez parlé de tout ce qui était application intelligence artificielle pour apprendre les langues. Et dans l'apprentissage des langues, on fait des erreurs. Et ces erreurs mettent en péril la confiance scientifique. C'est très important dans l'apprentissage des langues. Parce que le professeur à chaque fois accompagne l'élève dans ces erreurs pour mieux qu'ils les apprennent, qu'ils continuent la langue. Et la limite, que je vois quand même dans Babel, et c'est comme ça, c'est qu'il n'y a aucun accompagnement et que l'élève soit facilement miné
Et arrête aussi souvent si les personnes utilisent l'application, mais pour une courte période, qui n'ont pas assez de nouveau, parce qu'il y a quand même cette limite. Est-ce que vous pensiez que ces solutions d'intelligence artificielle peuvent dépasser cette limite présente? D'accord. En fait, c'est une question sur l'abandon en fait, assez fréquent des solutions e-learning pures. Effectivement, statistiquement, on sait qu'à peu près 20% des gens qui apprennent dans le e-learning vont jusqu'au niveau A2, un maximum, et que personne quasiment ne dépasse le niveau A2, et tout le monde abandonne l'application à partir du niveau A2. Donc que faire? Comment arranger cela? Ou bien quelles peuvent être à ce moment-là les fonctions des écoles de langue pour éventuellement se placer par rapport à ça. Voilà, ça c'est une question aussi de stratégie pédagogique qui est très importante. Et peut-être qu'on va s'arrêter là pour cet autre set. Il y a encore une question, mais alors vraiment très rapide, s'il vous plaît. Oui, mon nom est Marc Notre-Dame, je viens de Lyon. Je voulais poser une question concernant une plainte qui revient très souvent, c'est le fait que beaucoup de sites internet des institutions européennes sont unilingues en anglais. Alors je vais faire une proposition peut-être que d'aucuns trouvera peut-être hasardeuse, mais tout de même je la fais. Est-ce qu'il ne serait pas possible de faire d'une façon, j'oserais presque dire massive, une traduction automatique avec les technologies qui est disponible actuellement, quitte à ce que ce soit de mauvaises traductions, mais au moins qu'il y ait des traductions dans d'autres langues que l'anglais pour ces sites internet. C'est une question que j'adresse naturellement en particulier à M. Timor aussi. Donc utiliser la technologie actuelle qui est disponible pour faire ces traductions automatiques, entre guillemets automatiques, quitte à ce qu'éventuellement, par exemple, donner la possibilité à des visiteurs, des internautes, de faire des suggestions, des corrections sous le modèle, par exemple, du style Wikipédia. On va essayer de répondre à votre question déjà. Je laisse les questions sur l'enseignement, mais peut-être sur cette proposition d'utiliser la traduction automatique pour compléter les lacunes linguistiques. Ça, c'est une très bonne idée. C'est exactement ça qu'on est en train de faire dans le cadre de ce projet de translation. Mais les capacités des systèmes, même s'ils sont importants, sont limitées. Il a une capacité de traduction d'environ 40 millions de pages par an, avec les ressources actuelles, ressources budgétaires, ressources informatiques actuelles. C'est déjà pas mal, parce que ça c'est 30 fois plus, ou 20 fois plus élevé que les services de traduction des institutions européennes. Mais ce n'est pas suffisant. On a commencé par exemple, le portail européen de données, ce type de traduction. Mais pour arriver à tout traduire, il faudrait soit augmenter les ressources, c'est-à-dire les ressources informatiques, parce que ça coûte également de l'argent. Il y avait également une très bonne question sur, en effet, deux personnes qui ont posé la question: que faire des erreurs? Comment gérer des erreurs ou des abus? Et ça, c'est une question, c'est une très bonne question, et c'est en effet assez large, un sujet assez large, parce qu'il est vrai, les systèmes automatiquement commettent des erreurs, comme les humains. Alors, il ne faut pas être naïf. Tout texte qui est important doit être vérifié par quelqu'un, doit être vérifié par un linguiste expérimenté ou par un expert juridique. Ça, c'est une chose. Il peut également y avoir des erreurs dans le corpus qui a été utilisé pour former le système. Et ça, c'est plus grave. Parce que normalement, on n'est pas conscient de ce type d'erreur. C'est pour cela que ça touche également toute l'intelligence artificielle. Si, c'est la question de qualité des données qu'on utilise pour développer le système. C'est pour cela qu'on travaille actuellement de façon assez intense
sur les questions éthiques de l'intelligence artificielle. On développe des lignes directrices, par exemple, comment vérifier ou assurer la qualité des données pour le développement du système, ou bien de développer un type d'intelligence artificielle qui soit capable d'expliquer ces décisions ou ces recommandations, ce qui n'est pas vraiment le cas aujourd'hui. Le système donne un résultat, mais le système n'explique pas comment arriver à ce résultat. Il serait très utile, très important d'avoir des systèmes qui sont explicables. Pour répondre à la dimension pédagogique, oui, il y a beaucoup de sujets, je me garderai bien l'enseignant, je sais, c'est comment enseigner. Moi, en tant que créateur, ce qui m'intéresse, c'est de jouer avec la technologie, parce que ça m'aime beaucoup, et puis effectivement, de voir qu'il y a une puissance technologique qu'on peut mettre à profit, valoriser. Mais ensuite, et c'est le centre de ma proposition, il faut vraiment qu'on discute avec vous de la recherche pour voir comment tout cela s'imbrique. Et je pense que vous disiez la technologie, le professeur au chômage, je pense que une solution qui vise à mettre le professeur au chômage est vouée à l'échec. Je crois aussi. Non, oui. Je pense qu'il y a une certaine prise de conscience au milieu des startups. Maintenant que voilà, c'est pas l'objectif. Donc sur la dimension culturelle, moi je conseille, alors effectivement il y a peu de solutions. D'ailleurs c'est pour ça qu'on est dans la il y a peu de solutions qui s'intéressent à ça, effectivement, les Babel, les Duolingo et d'autres. On développé des choses intéressantes sur le jeu, les algorithmes d'espacement, de répétition espacée, toutes ces choses-là, mais il y a zéro dimension culturelle. Ce que j'entends par dimension culturelle, c'est pas seulement effectivement échanger avec des locuteurs natifs, ça c'est quelque chose d'intéressant, il y a quelques solutions qu'ils proposent. Mais je pensais plus à ce que vous disiez en introduction, c'est-à-dire tous ces contenus qui viennent des médias, que ce soit l'écrit, l'audio, la vidéo, disponibles aujourd'hui sur Internet et qu'on peut valoriser, notamment en utilisant ces technologies de traitement automatisé du langage, créer une interactivité. Je vous donne un exemple très simple. Par exemple, on va pouvoir prendre un contenu vidéo, retranscrire le texte, analyser ce texte, et puis identifier les temps de conjugaison employés dans un contenu. Ensuite, on pourra rapprocher ça des besoins de l'apprenant et dire, par exemple, vous avez besoin d'apprendre le passé composé parce que tous les derniers exercices que vous avez fait tant d'erreurs, et donc je vais vous suggérer des contenus qui vont répondre à vos besoins et qui en plus vont vous divertir, vont vous apprendre quelque chose, vont vous apporter une information, une émotion. Et je pense que c'est là où le lien entre technologie et culture peut se faire dans la valorisation culturelle. Sur la question de la formation des professeurs, là, je ne serais encore moins aventuré sur ce terrain-là, mais simplement je dirais que il me semble que ces questions-là qu'on pose aujourd'hui, c'est des questions qui pourraient être posées dans ce cadre-là. C'est des expériences, par exemple, qu'on a développées au départ, on a fait pour les apprenants. Notre expérience d'apprenant, je ne pensais pas que les enseignants allaient développer. Et puis aujourd'hui, on a plusieurs milliers d'enseignants qui l'utilisent, et donc on est en train de faire remonter des témoignages, comprendre comment ils l'utilisent. C'est-à-dire qu'ils se sont emparés de notre solution. Et maintenant, on est en train d'essayer de comprendre comment ils l'utilisent parce qu'on n'avait pas anticipé, on en est ravis de voir qu'elle est utile. On va comprendre exactement comment, je disais, repenser les dispositifs d'apprentissage en prenant en compte à la fois ce qui se fait en classe, ce qui se fait hors de la classe. Aujourd'hui, une des solutions numériques les plus employées, peut-être les plus puissantes pour l'apprentissage de l'anglais notamment, ce n'est pas une solution d'apprentissage des langues, c'est Netflix.
les gens, beaucoup de gens utilisent Netflix pour regardent des séries et puis améliorent la connaissance de l'anglais grâce à ça. Donc il y a déjà des pratiques finalement qu'on ne contrôle pas, ou c'est YouTube d'autres. Il y a des pratiques qui se développent et je pense qu'il faut essayer de les étudier, de les comprendre, de comprendre ces usages et voir comment effectivement on ne supprime pas les enseignants loin de là, mais sans doute on redéfinit nos manières d'apprendre et nos manières d'enseigner. Très bien. Je pense que oui, une question. Oui, merci beaucoup. Je me présente, je suis Thomas Antoine, je suis le secrétaire général de l'Union Benelux, qui est une organisation intergouvernementale qui est multiculturelle. Et je lisais le titre de cette table ronde et je voudrais peut-être le commentaire des participants. J'ai l'impression qu'il y a un thème qui porte sur les fins et un autre sur les moyens. Je dis par là que le mythe de Babel, autant que j'en sache, est un mythe qui rappelle, bon, Babel en hébreu veut dire porte du ciel, porte de Dieu, porte de la transcendance, et l'histoire raconte finalement qu'on n'accède pas à la transcendance, à la civilisation, sans passer par l'altérité. Et le langage est le champ de l'altérité, enfin les langages. Et donc il s'agit d'une espèce de grand impératif civilisationnel. Le fait que l'autre parle une autre langue, chose à laquelle je suis confronté évidemment quotidiennement, est soit un problème, soit une opportunité de découvrir l'altérité. Et alors l'intelligence artificielle, ici on va la présenter plutôt comme un moyen, ce qu'elle est d'ailleurs remarquablement, pour peut-être, et ça c'est le danger, vous l'avez déjà souligné, faire l'économie de l'altérité. Mais je crois que la conclusion c'est que finalement il y a une irréductible altérité. Et je crois que, revenant un peu plus haut, alors le multilinguisme et francophonie, je crois que la francophonie peut justement être un de ces autres dans le champ linguistique. Il y a un autre, il faut l'avouer, fort intéressant, donc qui est très clair, très élégant, très belle, mais elle ne peut pas tomber dans le travers d'une autre langue qui est un peu devenue par accident, c'est d'un impérialisme culturel ou impérialisme linguistique, où une langue dominerait toutes les autres. Donc je crois que l'idée de Babel, pour moi, est fort intéressante, et elle est créative. C'est pas évident, c'est pas simple, c'est un défi, toujours, tous les jours, de parler une autre langue, on l'a dit hier aussi, ça on le savait déjà, c'est une autre manière, une autre vision du monde, et le ganz anders, hein, le Weltanschauung, comme on dit en allemand, vous savez, et c'est un peu vos réactions que je voudrais avoir sur cette problématique. Je pense qu'on peut peut-être essayer de répondre. Moi, simplement, une réaction sur le mythe de Babel. Moi, je trouve qu'il est terrible pour le multilinguisme, parce qu'en réalité, les hommes ont voulu construire une tour, ne parlaient qu'une seule langue, et Dieu a imposé le multilinguisme pour les diviser. Moi, c'est un peu comme ça que je le lis, effectivement, on peut dire autre chose, mais il y a aussi cet angle-là, les langues qu'on utilise, il me semble que on est pas. Oui, peut-être. L'utilise pour mieux nous retrouver, peut-être. Voilà. C'est le défi. Alors, peut-être qu'on peut prendre encore 2-3 questions, et puis on sera obligé de conclure. Mais alors, des questions vraiment très brèves et ponctuelles. Je répète, c'est très important pour le rythme, non pas le timing. J'espère qu'il n'y a pas de Québécois dans la salle. Sans virer le débat théologique, je voudrais dire quand même que ce qui vient d'être dit sur le mythe de Babel est absolument fondamental. C'est-à-dire que c'est un renvoi à la condition humaine, tout simplement. Et il y a dans cette perspective d'automatisation ou d'artificialisation de l'exercice intellectuel une espèce de détestation de soi de l'homme, c'est-à-dire une horreur de soi-même, une horreur de sa propre complexité, une horreur de la difficulté à formaliser définitivement quelque chose qui ne sera jamais possible. Toutes les tentatives artistiques et créatrices du monde. Et je voudrais insister encore une fois sur l'intervention du secrétaire général du Benelux, parce qu'il a dit quelque chose d'absolument essentiel. Et j'ai comme l'impression que dans tout ce qui est remplacement de l'exercice intellectuel humain par quelque chose d'artificiel, il y a un mythe industriel qui est l'élimination de l'humain,
dans un système général qui aimerait en faire l'économie parce que l'humain tombe malade, parce que l'humain tombe enceinte, parce que l'humain vit chaud, parce que l'humain est humain. Et faisons très attention à une espèce d'élimination de l'humanisme sous prétexte d'un progrès. Je crois qu'on entend bien ce qui a été dit. Mais comme je suis l'avocat du diable ici, advocatus diaboli, je vais dire le contraire. Je pense que ce qui a été dit en fait ici montre que c'est moins des raisons philosophiques que des défauts en fait d'encadrement et des défauts de pensée en fait dans l'utilisation que l'on fait des techniques. Par exemple, on a évoqué quelque chose qui me paraît totalement fondamental, on a glissé un peu là-dessus, mais c'est le choix des corpus. Le choix des corpus dans l'intelligence artificielle va déterminer complètement la qualité des productions que l'on va avoir. Donc s'il y a des propositions à faire, je pense que c'est quelque chose qui doit toucher le choix des corpus. Par exemple, l'Union européenne représente un des plus gros corpus de traduction pour les machines linguistiques. Donc c'est pas forcément antinomique, puisqu'en fait ces corpus de traduction de l'Union européenne sont établis par des traducteurs au départ humains, on n'a pas des machines. Donc on voit ici que l'humain reste quand même au centre du processus, mais à condition qu'il n'abandonne pas évidemment ses droits et ses pouvoirs. Mais il y a aussi quand même des prescriptions techniques qui ne sont pas respectées. Et là peut-être qu'on a un combat à mener, enfin c'est un peu le... Parce que je pense à ce que vous avez dit tout à l'heure entre le bulgare et l'estonien notamment. Si on développe l'intelligence artificielle, et ça c'est une question que je voulais lui poser aussi, c'est qu'en fait, est-ce qu'on ne risque pas, étant donné que le corpus entre l'estonien et le bulgare est très faible sur le plan de la traduction, on sera obligé soit de passer par l'anglais, tel que ça a été dit tout à l'heure par madame, soit finalement de supprimer l'interaction entre le bulgare et l'estonien. Je ne parle peut-être pas de la Commission européenne, mais je parle du marché des langues, du monde. Donc en fait, un des risques, si on ne veille pas au grain, en quelque sorte, serait peut-être qu'on revienne à quelques langues véhiculaires de l'intelligence artificielle, où les interactions sont les plus massives, et où la machine peut apprendre le mieux, au détriment de toutes les autres interactions entre petites langues, entre guillemets, qui disparaîtront, en fait, de la proposition mécanique qui nous sera proposée. Ça, c'est une question qui est très concrète, je pense, et j'aimerais d'ailleurs peut-être, si c'est possible, avoir une réponse de votre part, Nathanaël ou Timo, sur ce sujet-là, parce que c'est quelque chose d'essentiel pour l'avenir du multilinguisme. Je suis tout à fait d'accord avec vous que c'est l'être humain qui doit toujours être le maître du système. Il doit être le maître de l'input et l'output, les deux. Si on voit un certain phénomène qui est dû au défaut du corpus, que vous avez dit, il ne faut pas l'accepter. Parce qu'on peut enrichir le corpus, on peut améliorer le corpus. C'est pour cela qu'on accorde des petites subventions de quelques millions d'euros aux États membres pour la collecte des ressources linguistiques. La collecte des ressources linguistiques dans leur langue respective. C'est surtout pour enrichir le corpus, pour changer la situation. Parce que c'est vrai que ce n'est pas une situation qui peut persister, qui peut durer. Ça, en effet, c'est ma première recommandation. C'est d'aider-nous à inciter les États membres à rendre accessible et rendre disponible leur texte, leur corpus de texte et les traductions. Parce que ça, c'est un apport très important pour pouvoir aborder ces langues, pour servir les autres langues que l'anglais. Très forte que vous faites en fait aux États de l'Europe, enrichir les possibilités de corpus, aussi bien juridique qu'économique que constitutionnel. Oui, mais c'est que les corpus existent déjà, ils ne sont pas disponibles. Donc là, on a une première recommandation très forte, rendre accessibles les corpus pour que l'intelligence artificielle puisse se développer. Benjamin, d'autres? Une question encore? Oui? Des personnes qui ne sont pas intervenues?
une autre question. Je suis déjà intervenu, mais c'était une autre question. Ah, est-ce qu'il y a d'autres intervenants qui ne sont pas encore intervenus et qui souhaiteraient prendre la parole? Oui? Là-bas, Corinne? Monsieur? Si on a le temps, on va évoquer. D'accord. Jacques Alevans de l'Université libre de Bruxelles. On parle souvent de ces corpus de la communauté européenne, c'est surtout des corpus administratifs. Est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt utiliser les corpus littéraires? Oui, tout à fait. C'est l'utilisation du produit final. Est-ce qu'on veut vraiment traduire de la littérature par la machine? Peut-être pas. Mais c'est une bonne idée qui est actuellement un peu limitée par les droits d'auteur. Parce qu'il faut garantir à tout moment que les ayants droit de ce texte, de ce corpus, soient rémunérés. Parce qu'il y a des questions de propriété intellectuelle aussi qu'il faut résoudre. Alors, c'est-à-dire qu'il faut obtenir une licence, peut-être payer un auteur du texte. Ce problème, normalement, ne se pose pas pour les textes administratifs. D'autres questions? Oui, très brièvement. Lors de la précédente table ronde, on a dit que c'est en fait les États membres qui ont le pouvoir en Europe. Alors, M. Ackermann a dit que, du point de vue historique, technologique, tout se fait par l'anglais pour cette traduction automatique à intelligence artificielle. Est-ce que ce ne serait pas l'occasion pour l'ère francophone, pour la communauté Wallonie-Bruxelles, la France et Luxembourg, par exemple, de se mettre ensemble et d'investir dans un système qui soit basé sur le français comme langue pivot, et d'autre part que les germanophones, s'ils le veulent, bien entendu, fassent aussi un investissement comparable au niveau de l'allemand comme langue pivot pour la traduction. On pourrait même aller un peu plus loin et pour voir pour d'autres langues plus ou moins importantes au niveau européen, par exemple l'italien et l'espagnol, voir par exemple si pour l'italien et l'espagnol, est-ce que ça vaut la peine du point de vue linguistique du fait qu'on utiliserait déjà le français comme langue pivot, par exemple. Parce que c'est une considération plus linguistique, plus de philologie. Oui, mais elle est importante. C'est en effet un peu ça qu'on est en train de faire. On est en train de réaliser dans ce programme, c'est le mécanisme d'interconnexion européenne. Multiplier les langues pivots, multiplier les langues pivots, que ce soit plusieurs langues et pas une seule langue. On commence par 2 ou 3, mais à la fin, idéalement, il faut les multiplier par 4. Comment vous trouvez aussi une indépendance technologique par rapport aux États-Unis? Je pense que nous allons conclure cette table ronde. Il y a bien des sujets qui n'ont pas pu être abordés, notamment la dimension pédagogique. C'est vrai qu'on n'a pas pu parler de ce que devient l'enseignant. En fait, on n'est peut-être pas non plus qualifié ici pour en parler, mais il est certain que l'enseignant de langue ne peut pas rester le même, alors que des applications existent, alors que des moyens technologiques existent. Le cours doit changer, le cours doit se modifier, doit utiliser la technologie, et donc ça suppose un certain nombre d'adaptations dont on n'a pas pu parler aujourd'hui. Il y a un autre aspect dont on n'a pas pu parler, c'est la paresse, qui est un sujet très important. Qu'allons-nous devenir dans l'enseignement des langues et dans l'apprentissage des langues quand nous aurons les oreillettes Google fixées qui nous permettront de parler notre langue et de comprendre notre interlocuteur? Que vont devenir les écoles de langue? Que va devenir l'apprentissage des langues? Et que signifie alors la communication dans ce style d'échange qui sera maîtrisé par les oreillettes, autrement dit par les corpus d'intelligence artificielle dont on parlait tout à l'heure? On voit à quel point il est nécessaire de maîtriser ces corpus pour essayer d'avoir la communication la plus précise possible, même si elle ne rattrapera jamais la dimension interculturelle dont on a essayé ce soir, enfin ce matin plutôt d'ailleurs.
perdu le sens du temps ce matin, en fait, de vous entretenir. Merci pour la pertinence de vos questions. Vous pouvez vous restaurer. Et merci à Jean-Claude merci beaucoup à Jean-Claude Crespi pour sa modération. Donc, comme je disais tout à l'heure, rendez-vous environ vers 14h dans cette salle pour écouter M. Lemoine, qui sera là tout à l'heure pour donner le point de vue du gouvernement français. À 14h, pendant la pause, pendant le déjeuner, vous avez 2 présentations de jeunes pousses start-up, comme tout à l'heure pendant la pause, qui vous attendent. Merci beaucoup et à tout à l'heure.